Bienvenue à tous sur Mobility TV, plus 78% sur une quinzaine d'années. Vous rêvez pas, vous avez bien compté, c'est la hausse du prix de nos automobiles. Est-ce qu'on arrive à la fin de cette phase? Est-ce que les prix vont enfin cesser d'augmenter? C'est un peu ce qu'on va voir avec nos deux invités. On est avec Arnaud Aimé, toujours consultant au cabinet Siage, spécialiste de la mobilité et de l'automobile en particulier. Bonjour à vous, mon cher Arnaud. Et nous sommes avec Julien Billon, également, pardon. Bonjour à vous, Julien. Bonjour. Vous représentez 3A Data, vous avez absolument tous les chiffres. Alors, c'est votre chiffre, hein, je ne vais pas tricher et je ne vais pas mentir non plus. Plus 78% sur une quinzaine d'années, c'est clairement l'augmentation du prix des véhicules neufs en 15 ans. Ouais, c'est un chiffre qui c'est spectaculaire quand on le cite comme ça et c'est fait à dessein. C'est bien pour expliquer en fait que dans la tête d'un client, on passe d'un prix moyen de véhicule en 2010 qui était de 21 000 euros Ouais, à un prix à fin 2024 qui est de 35 000 euros. c'est ça. Donc c'est une augmentation qui est spectaculaire, c'est une augmentation qui n'est pas déflatée, hein, donc c'est le prix moyen, mais dans la perception client, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est considérable et d'ailleurs, on peut même regarder les prix d'une Dacia par exemple. C'était extrêmement abordable il y a 15 ans, c'est beaucoup moins le cas. Est-ce que cette augmentation en 15 ans, elle a été linéaire ou pas? Ouais, alors juste une toute petite parenthèse sur le fait que ça soit abordable. Pour ça, il faut qu'on regarde quand même le salaire disponible pour Ouais. l'acheter, mais en dehors de cette parenthèse-là, non, là, c'est pas linéaire du tout. On a une augmentation qui est assez naturelle et pas perturbée de 2010 à 2020. Et à partir de 2020, une augmentation qui compte pour quasiment la moitié de l'augmentation, uniquement sur les 4 dernières années. Donc la sortie du Covid. Et Covid, alors on oublie en fait les raisons profondes de l'augmentation du prix, hein. Souvent, on se dit c'est l'effet direct des stratégies de pricing power, ce qui est en partie vrai. Il y a eu une montée en gamme, il y a eu une montée des prix assumés. On rappelle Pricing Power, un constructeur qui décide d'augmenter ses prix tout en augmentant sa gamme et qui sait que ses clients resteront là. Ouais, il se repositionne. Tout le monde a fait ça? Non, pas tout le monde. Il y a des stratégies des marques qui sont très très hétérogènes sur le sujet. Bien sûr que ça a été fait, bien sûr que ça a été même assumé, hein. On pense encore à Carlos Tavares qui le citait en fait comme axe stratégique. Mais on oublie assez rapidement en fait 3 éléments. D'une part, l'inflation qui a été très forte et inédite Oui. sur la même période. Les pénuries de matériaux et de composants, on a oublié tout ça. La sortie du Covid, Exactement. ce qui a allongé la durée de livraison des véhicules et les a rendus plus chers? Ouais, qui a mis à mal toute la filière logistique, hein, automobile, hein, donc nécessaire. Et puis le dernier élément dont on parlait, c'est la réglementation aussi, l'injonction en fait du passage au tout électrique avec les éléments de sécurité associés. Donc quand on fait la somme de tout ça, on arrive à un prix moyen à 35 000 euros Oui. qui devient assez excluant, je sais pas pour l'expression, d'une certaine partie de la population française et en particulier les particuliers. Et ça fait énorme, ça fait beaucoup tout simplement. Est-ce que ça fait que la voiture est devenue un produit haut de gamme et un produit de luxe qui n'était pas forcément il y a 15 ans? Arnaud Aimé. Non, enfin, je pense que ce serait un peu exagéré de dire ça. D'autant qu'il y a un marché de l'occasion qui permet aussi de rendre l'automobile Alors, je reformule. plus Est-ce que ça veut attractif. dire que la voiture neuve est devenue un produit de luxe? Bah, un petit peu plus premium qu'avant, effectivement, à la fois au vu du prix, mais aussi au vu, c'est ce que vous disiez à l'instant, des spécifications du produit, qui ont de plus en plus de choses en série, qui étaient peut-être en option avant, qui ne sont pas forcément le choix du constructeur, mais surtout de la réglementation. J'en remets une couche sur ce qui était dit juste avant. L'obligation à horizon 2035 d'avoir du 100% électrique, mais sans attendre 2035, la réglementation café Oui. qui pousse très fortement les constructeurs à vendre de l'électrique, à vendre de l'hybride Ils ne rechargeable, vendent pas ils sont suffisamment de véhicules dits propres, ils payent des amendes. et des amendes qui sont en centaines de millions ou en milliards de dollars, alors qu'ils peuvent éviter en se mettant ce qu'on appelle en pool avec des constructeurs vertueux là-dessus, qui vendent du 100% électrique, genre Tesla ou genre les Chinois. Oui. Mais pour se mettre en pool avec eux, il faut leur filer un certain nombre de dizaines ou de centaines de millions d'euros. Donc Oui. dans tous les cas, il faut passer à la caisse. Donc on est d'accord. Donc ça contribue au renchérissement. La réglementation et la politique à l'échelle européenne, non contente d'avoir forcé nos constructeurs à adopter à marche forcée une technologie que les Chinois maîtrisaient mieux qu'eux, en plus les pénalisent eux parce qu'ils la maîtrisent pas assez bien, au contraire des Chinois et des Américains. Oui, bah, c'est un double effet qui se coule, évidemment. Donc c'est Donc- plusieurs poignards dans le dos. Donc, quand même. alors, bah, il y avait l'idée de retirer un peu le poignard dans le dos avec les pouvoirs publics, alors plutôt à l'échelle nationale,
qui subventionnait l'achat de véhicules propres. Ouais. Sauf que dans les différents pays européens, la France n'est hélas pas la seule. Ces aides, elles ont largement baissé ces derniers temps. Ouais. Donc avant, il y avait une sorte de compensation qui est absolument plus aujourd'hui. Là, on parle des motorisations qui sont plus onéreuses qu'avant, et notamment la batterie électrique qui reste très, très chère, jusqu'à 40% de la valeur d'un véhicule pour un 100% électrique. Mais c'est aussi, on en parlait juste avant, tous les dispositifs pour la sécurité. Rappelons qu'aujourd'hui arrive en standard pour les véhicules neufs, sur injonction de l'Europe qui veut aussi diminuer le nombre de morts sur les routes. L'avertisseur de dépassement de vitesse, le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie, tous ces ADAS, ces aides à la conduite, eh bien, ça coûte de l'argent sur des capteurs, sur l'électronique, sur l'intelligence artificielle embarquée. Voilà, bon, ça pousse aussi à l'innovation, faut le dire aussi. Certes, mais l'innovation, ça a un coût. Ouais, exactement. On va venir ensuite sur les nouvelles perspectives en termes de prix. Mais avant ça, il y a une autre question que j'aimerais vous poser, Julien Billon. On a dit que les prix avaient beaucoup augmenté. On a vu aussi, et on sait que l'achat de voitures a baissé. On achète moins de voitures qu'on en achetait avant. Est-ce que la proportion d'acheteurs qui payent en comptant a beaucoup baissé aussi ou pas? Ah oui, c'est assez mécanique, hein. Alors si on prend, la formule locative est très installée en fait dans les entreprises, dans les sociétés. Donc c'est pas un sujet, ça ne bouge pas. Mais chez les particuliers? Chez les particuliers, c'est une vraie révolution, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on passe d'un monde où 70% en fait de l'acquisition d'un véhicule, c'était soit une sortie d'épargne, soit un crédit affecté, à des formules locatives donc qui sont de la LOA et maintenant aussi de la location longue durée. Quasiment, c'est plus de 50% en fait de l'acquisition des particuliers sur des formules locatives. Donc ça veut dire qu'en fait, presque plus d'automobilistes en France n'ont les moyens, à part les très riches, de payer rubis sur l'ongle leur nouvelle voiture. Oui, c'est assez mécanique. Le prix augmente, donc on dilue en fait la charge dans un loyer. Et d'ailleurs, c'est même un bon calcul pour un particulier de faire ça, puisqu'il y a de telles incertitudes en fait sur le mix et sur le type de véhicule qu'on doit acheter, qu'on va surtout pas se bloquer pour savoir comment je vais le revendre dans 3 à 4 ans. Oui, ceci paraît logique. Parlons maintenant de la tendance, parce que après un tableau bien sombre, vous allez vous dire pourquoi il avait l'air de dire que c'était enfin fini. Mais si, il semblerait bien que l'augmentation des prix ne soit pas éternelle. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et sur quelle base, Julien Billon? Oui, c'est un peu prématuré de dire que l'augmentation est finie. Ce qu'on observe depuis le début de l'année. En fin de tempête, quand vous voyez un rayon de soleil, vous êtes quand même content. La hausse ralentit. Ouais, non, mais elle est même, c'est même un plateau. C'est-à-dire que on est allé jusqu'à 37 000 € au prix moyen. On est à 35 depuis le début de l'année. Donc on a une vraie baisse. C'est assez significatif. Et cette baisse, en fait, elle est associée au report et au déport en fait des volumes d'immatriculation sur les segments les plus bas, A et B. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas ce qu'on observait les dernières années. Donc on achète moins cher. On achète des véhicules des segments plus petits qui sont traditionnels dans la logique de la structure du marché français. Donc c'est un tout début de signe de retour à un marché qu'on connaît en termes de structure, segment A et B, avec la baisse des prix associés. L'équivalent de bonne vieille 106, ce genre de choses. Maintenant, c'est un signal positif parce que voilà, l'offre des constructeurs sur les segments B s'étoffe. Le segment A est en retour aussi, et ça, c'est un bon signal. C'est comme ça que vous l'interprétez vous aussi? Oui, effectivement, c'est que les offres sont aussi aujourd'hui assez attractives sur les segments A et B, y compris avec l'électrification du parc. Jusqu'à récemment, Jean-Marie, il y avait quand même le spectre des ZFE. Donc avoir une citadine propre, enfin critère 1 ou critère 0, donc hybride ou 100% électrique, ça permettait de continuer à circuler en ville. Donc l'achat, il a aussi été stimulé ces derniers temps là-dessus, avec l'évolution en France potentiellement de cette réglementation, c'est-à-dire sa suppression potentielle. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourra influer ensuite sur l'attractivité des segments A et B. Alors parlons maintenant de ces véhicules justement plus abordables, parce qu'aussi plus petits, il faut bien le dire. Vous avez la Renault 5, alors est-elle plus abordable? Ça c'est un sujet, mais on peut parler aussi des véhicules chinois qui doivent arriver, la Dolphin Surf par exemple chez BYD. Est-ce que c'est une offre qui va s'étoffer de plus en plus? En fait, le point de départ, c'est est-ce qu'on veut faire revenir les particuliers sur le marché ou pas? Enfin, c'est comme ça qu'on pose le sujet, chez nous, en termes d'analyse. Si la réponse est oui, c'est-à-dire qu'on a une part des particuliers maintenant qui est de 40% sur le marché, je rappelle, il y a 20 ans, c'était 65%, donc on a 15 points en moins. En une génération, c'est un effondrement. Ces clients-là n'ont pas disparu, ont toujours des besoins de mobilité, ils sont juste plus sur le marché neuf.
Et de façon assez radicale, ce volume qui manque, Ouais. c'est typiquement l'écart entre les 1,6 million et 1,9 million sur le marché. Une fois qu'on a fait cette parenthèse-là, si l'objectif c'est de faire revenir les particuliers, il n'y a pas d'autre choix que de muscler l'offre sur les segments A et B. Tout simplement parce que c'est des sujets de pouvoir d'achat Oui. et c'est des sujets de valeur d'usage des véhicules aussi, en particulier sur le segment B. Ça arrive, on a bien vu, on a IC3, on a Renault 5, on a bientôt Renault 4 qui arrive, on a Twingo électrique, on a Dacia Spring, on a BYD Dolphin qui arrive sur le segment DA. Donc c'est normal de réinvestir ce segment-là. Et on attend tous, et c'est ça qui va très clairement en fait faire baisser le prix moyen des véhicules. Oui, si les industriels arrivent à suivre, parce que c'est un vrai sujet. Est-ce que ces véhicules ont moins de valeur ajoutée que les véhicules de segment supérieur pour le constructeur? Et ils sont moins générateurs de marge, vous Ouais. voulez dire? Oui, ils sont. Avoir repris. Il n'y a pas de souci. Ils sont moins générateurs de marge, effectivement, historiquement. Ils sont moins générateurs de marge unitaire sur chaque véhicule. Par contre, si le constructeur en produit et en vend de grandes quantités, bah là, il peut s'y retrouver quand même. Je rappelle que dans l'industrie automobile, c'est une industrie très intensive en capital, avec beaucoup de coûts fixes, le coût de fabrication d'usine, le coût de mise en place de la supply chain, le coût de toute l'ingénierie. L'ingénierie, c'est un constructeur, ça peut être une dizaine de milliers de personnes. Et tout ça, il faut l'amortir, et ça dépend du nombre de véhicules vendus. Donc, il peut se rattraper quand même sur les volumes parce qu'on est dans une industrie où les coûts fixes sont assez importants. Cela dit, les coûts fixes, ils ont quand même baissé ces dernières années. Et c'est ça qui a permis aussi de mettre en place les stratégies de pricing power dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que tant un Stellantis qu'un Renault, si on prend des constructeurs plus ou moins français, ont réussi à abaisser leurs points morts, à compacter leurs usines, à abaisser les temps de cycle pour concevoir des nouveaux véhicules. Donc, ils ont aujourd'hui un peu moins de besoin de faire du volume qu'avant. Terminons quand même par la minute chauvine, parce qu'après tout, la santé de nos constructeurs nous intéresse beaucoup plus, encore plus en tout cas que les autres. Qui peut tirer son épingle du jeu si les prix cessent d'augmenter vraiment? Est-ce que Stellantis et Renault ont les mêmes armes ou pas? Tiens, Julien Billon. Moi, je pense qu'ils ont les offres pour le faire. Après, il y a vraiment, vraiment des logiques de marque très très différenciées. On a vraiment un essaimage côté Stellantis avec le choix assumé de conserver 10 marques. Ça veut dire qu'à un moment, il faut quand même se positionner, avoir des valeurs perçues sur ces marques-là qui sont très identifiées, très marquées. Côté Renault, c'est Renault. Et côté Renault. Et Dacia. Et Dacia, c'est-à-dire? C'est-à-dire des véhicules compétitifs. Je ne sais pas si c'était la réponse Pour attendue. Dacia et pour Renault? Dacia fait partie de Renault Group. Voilà, et pour la marque Renault, c'est de la marque de Renault que je parlais. Oui. Est-ce que la marque Renault, qui a lancé une grande offensive, notamment sur l'électrique, a les armes? Oui, j'abonde tout à fait dans le sens de Julien. Stellantis et Renault, et la plupart des marques de Stellantis, ont des positionnements dits généralistes. Autrement dit, ils sont historiquement forts sur les petits segments, les segments A et B. Alors, on pourrait parler, pour changer, de la concurrence des Chinois. Sauf que comme les Chinois, ils sont devenus quand même assez forts, alors, notamment sur le véhicule électrique, nos constructeurs nationaux à nous, ils s'inspirent aujourd'hui de ces Chinois. Il y a la collaboration de Stellantis avec la start-up chinoise Leapmotor. Il y a Renault aussi qui fait travailler des ingénieries en Chine pour accélérer le temps de développement. Donc, Stellantis et Renault vont profiter de ces bonnes pratiques issues de la Chine. C'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mobility TV.